aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce livre, Tunisie, carnet d'incertitude, qui a été écrit entre décembre 2010 et août 2013, et donc qui concerne la révolution tunisienne sous la forme d'un journal qui n'est pas le journal ni d'une journaliste ni d'une historienne, qui est un journal presque poétique à certains moments. À chaque fois que je dis « je », c'est bien de moi qu'il s'agit. J'ai été amenée à changer certains noms parce qu'au moment où j'écrivais ce livre, je craignais que ça mette en danger certaines personnes de ma famille. Et donc c'est un regard intime sur le quotidien de cette période-là. Je vais donc maintenant revenir un petit peu sur le contexte, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a commencé à se passer en décembre 2010 et qui a fait que j'ai écrit ce livre, et vous pourrez me poser quelques questions à la fin. Donc il y a déjà presque 5 ans, puisque nous sommes en 2015, en décembre, Mohamed Bouazizi, un jeune homme de 26 ans, s'est immolé par le feu dans une région très déshéritée du centre de la Tunisie. Et ça a été, excusez-moi, c'est même maladroit de dire ça, une étincelle, le déclenchement, je préfère dire ça, le déclenchement de révoltes qui se sont répandues à travers tout le pays et à travers tout le monde arabe en l'espace de quelques semaines. Et on sait qu'actuellement, la Tunisie est un des seuls pays qui s'en tire à peu près, qui est en route vers une transition démocratique réussie. Donc ce n'était pas la première fois dans l'histoire que la Tunisie a été un pays pionnier. Très rapidement, je vais évoquer quelques dates qui vont vous montrer qu'il y a une longue histoire derrière cette révolution. 23 janvier 1846, c'est l'abolition de l'esclavage. Le bey de Tunis abolit l'esclavage presque 10 ans avant les États-Unis. 1857, le pacte fondamental, ou Ahed el-Aman, est promulgué. Ce pacte proclame l'égalité devant la loi de tous les citoyens tunisiens et donne la liberté de culte à tous les citoyens tunisiens. C'est un document qui a été bien sûr inspiré par notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc vous imaginez le bey de Tunis qui proclame un tel document en plein milieu du 19e siècle. C'était révolutionnaire déjà. Avril 1861, la première constitution écrite tunisienne entre en vigueur et elle transforme la Tunisie en première monarchie constitutionnelle de toute la région. C'est un document écrit qui sépare le législatif de l'exécutif. Ce document donne même au pouvoir législatif la faculté de déposer le bey s'il prend des décisions anticonstitutionnelles. Bon, il s'est passé plein d'autres choses après, il y a eu des dictatures, mais il y a quand même eu ces dates-là qui étaient uniques dans la région et qui témoignaient quand même de l'ouverture des Tunisiens sur le monde extérieur et de leur désir d'accéder à une certaine modernité. Une dernière date, en février 1875, le collège Sadiki est créé à Tunis par décret et une large place y est donnée à l'enseignement des sciences et des langues étrangères. Enseignement des sciences, parce qu'il y a toute une partie de la population de la Tunisie qui aspire à s'affranchir de traditions trop pesantes, qui aspire à la connaissance scientifique et à l'ouverture sur l'extérieur grâce aux langues étrangères. Puis bon, vous connaissez tous la date de 1956 avec la promulgation du Code du statut personnel de la femme par le président Bourguiba, qui fait, c'est aussi un document absolument unique dans tout le monde arabe, qui fait de la Tunisienne une citoyenne à part entière, avec les mêmes droits que les hommes, sauf en matière d'héritage. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'était quand même quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Hein. Donc la révolution de 2011, c'est une révolution de plus dans cette région. Alors je reviens un petit peu sur les événements.
Le régime s'est mis à écraser dès décembre 2010 les manifestations de solidarité avec Bouazizi. Les gens sont descendus dans la rue, révoltés par les circonstances de son immolation, révoltés par ce qui avait causé cette immolation, à savoir qu'il avait été giflé par une femme policière qui voulait l'empêcher de vendre les légumes dans sa petite voiture de marchand ambulant, ces légumes qu'il avait besoin de vendre pour faire survivre sa famille. Donc les manifestations de jour en jour ont été plus nombreuses, et je me souviens très très bien qu'à cette époque-là, mon mari est tunisien, moi mon lien avec la Tunisie c'est par le mariage, était très pessimiste. Il disait mais tu vas voir, ça va être réprimé dans le sang, ça n'ira pas plus loin. Et chaque jour, on voyait ces manifestations qui partaient du centre du pays, mais qui commençaient à gagner les villes des régions côtières, qui ont toujours été plus développées, et puis Tunis. Donc le régime a réprimé, le nombre des morts montait chaque jour, les forces de sécurité tiraient sur les gens sans retenue, ils tiraient juste sur eux parce qu'ils étaient dans la rue, même s'ils allaient juste au travail. Et une de mes amies a fait cruellement l'expérience de cette situation quand elle a vu son cousin abattu de sang-froid le 14 janvier 2011 alors qu'il rentrait de son travail. Il participait à aucune manifestation, il était simplement dans la rue et il a été tué froidement par la police. Et il tirait même sur les gens qui allaient au cimetière enterrer leurs morts. L'inhumanité du régime était telle qu'on ne les laissait même pas rendre les derniers hommages à leurs proches décédés. Donc à ce moment-là, en 2010, les télévisions, les radios, les ordinateurs restaient allumés nuit et jour, éclipsant toute autre fenêtre. Les pages Facebook, c'est à cette époque-là que j'ai rejoint Facebook, ont été très importantes, ça a été beaucoup dit en 2011, et c'est vrai, elles ont permis aux Tunisiens de prendre rendez-vous pour des manifestations, de faire circuler des informations. Moi j'ai été informée de ce qui se passait, justement, la mort du cousin de cette amie. Un autre jour, je lisais Facebook, et en direct, une amie Facebook me disait « j'ai peur de rentrer chez moi, il tire sur les gens, qu'est-ce que je fais ?» Moi j'étais à Paris, qu'est-ce que je pouvais lui dire ? Lui dire « courage, on est avec vous ». C'était des moments très, très angoissants. Alors, très intéressant du point de vue sociétal de voir aussi qu'avec Facebook, avec les téléphones portables, les citoyens sont devenus en quelque sorte les journalistes de leur propre révolution. Parce que, en tout cas, à Tunis, le 14 janvier, on avait les informations par les gens qui étaient directement sur les manifestations, dans les manifestations, et qui arrivaient à faire passer certaines images. Donc les nouvelles technologies ont aboli les distances, elles ont introduit de nouvelles approches aux événements, de nouvelles façons de les ressentir, de les vivre, et elles ont fait de nous des témoins parfois de première ligne, et elles nous ont donné, je crois, de nouvelles responsabilités. Était-il donc possible d'écrire quand des événements sans précédent ébranlaient le sol sous nos pieds? Était-il possible d'écrire quand l'histoire était encore en train de se faire sous nos yeux? Quel texte écrire quand ce qui semblait le monde ordinaire partait en flammes, avec tout le dégoût que suscitait en nous l'injustice et l'oppression exercée par le pouvoir? Quel texte écrire quand des menaces sont ensuite venues peser sur les idéaux pour lesquels les gens se sont battus et sont morts? Il y a eu une première période d'euphorie pendant les premiers mois, et puis après, je vais y revenir plus en détail, il y a eu l'élection de ce gouvernement islamiste. La liberté semblait alors si proche, et pourtant elle reste encore aujourd'hui si fragile, comme on l'a vu encore le 24 novembre dernier. Les gens se sont-ils battus contre la censure pour accepter qu'elle soit remplacée par une autre forme de censure, pour voir une autre chape de tradition obscurantiste, voire barbare, s'abattre sur eux? Est-ce que les gens sont prêts à accepter une nouvelle dictature religieuse après avoir balayé la précédente?
et comment toutes ces incertitudes concernant l'avenir affectent-elles notre écriture? Car aux premiers mois d'effervescence, où il semblait que de tous les possibles allait émerger le bonheur du plus grand nombre, ont succédé des années d'inquiétude et d'angoisse. C'est pourquoi j'ai dit carnet d'incertitude. Les premières élections d'octobre 2011 ont marqué la fin de l'euphorie en portant au pouvoir le parti islamiste Ennahda. Ce parti existait depuis le début des années 1980. Ses militants avaient été emprisonnés, torturés par le régime corrompu de Ben Ali. Donc il n'est guère surprenant qu'aux yeux d'une partie de la population, ce parti ait bénéficié, et il se trompait lourdement, d'une certaine forme de crédit moral. Ils avaient été torturés, ils avaient été emprisonnés, ils avaient été persécutés par un régime mafieux. Et ils tenaient un discours de morale, qui semblait donc prendre le contre-pied de ce régime mafieux qui avait tout acheté dans le pays. Et en plus de tout ça, en plus donc de l'image qu'ils avaient dans une grande partie de la population, ils avaient derrière eux de nombreuses années d'expérience de militantisme, de partis presque clandestins. Donc ils étaient très bien organisés. Et c'est pas très étonnant quand vous voyez qu'en octobre 2011, dans l'euphorie, il y avait plus de 110 partis qui se sont présentés à ces élections. Il y avait une véritable effervescence, une passion, et les gens se disaient mais c'est pas grave, ce sont des élections à la proportionnelle, donc chacun pourra s'exprimer, et personne n'avait vu le danger, enfin si, certaines personnes l'avaient vu, mais pas suffisamment, que Ennahda ne rafle une proportion importante des voix pour une élection aussi, où il faut le dire, il y a eu un taux d'abstention malheureusement très élevé. La période qui a suivi leur arrivée au pouvoir a été très difficile. Les acquis de la société dans laquelle Bourguiba avait introduit une laïcité de fait et un statut de la femme unique dans le monde arabe se sont vus menacés. Écoutez, réfléchissez que dans les années 1956, Bourguiba s'est filmé à la télévision en plein ramadan en train de boire un verre d'eau ou un verre de jus d'orange, comme ça, en direct, en disant nous avons plein de choses à construire, il faut aller au-delà des traditions pour faire avancer l'économie du pays. Bon, aujourd'hui, ça serait tout simplement impensable, hein. Et donc les femmes ont tout de suite senti, ont très rapidement senti les menaces qui pesaient sur elles avec ce nouveau gouvernement. Mais jamais la société civile n'a cédé. Et je pourrais prendre l'exemple du doyen de l'université de la Manouba, le doyen Kazdagli, qui a voulu faire respecter la loi qui interdisait aux étudiantes de venir avec un niqab. Même du temps de Ben Ali, on ne voyait jamais le niqab, ça n'existait pas en Tunisie, jamais. On voyait le foulard, mais c'était interdit, le voile intégral. Bourguiba avait interdit même d'aller travailler dans les administrations, et après la Révolution, on a vu des voiles intégrales, ce qu'on ne voyait jamais avant. Donc ce doyen de l'université de la Manouba voit une étudiante arriver qui veut se présenter aux examens en voile intégral. Il a dit c'est absolument exclu que j'accepte ça. C'est contre la loi. Et puis par ailleurs, est-ce qu'un examen serait crédible si la candidate vient se présenter avec un voile intégral? Qu'est-ce qui me prouve que c'est bien l'étudiante en question? Et finalement, c'est lui qui voulait faire respecter la loi, qui s'est trouvé poursuivi en justice parce que les étudiantes en question, les deux étudiantes, l'accusaient de les avoir frappées. Bon, il a finalement obtenu gain de cause après bien des manifestations, après plein de pétitions, mais cet homme courageux a vraiment voulu faire respecter la loi contre cette vague qui essayait d'envahir tout après l'arrivée au pouvoir de Ennahda. Les Tunisiens et les Tunisiennes sont immédiatement descendus dans les rues pour défendre ces acquis. Et je souligne bien les femmes, bien sûr, mais accompagnées des hommes. Et c'est intéressant de le dire, que les hommes aussi sont attachés au statut que les femmes ont depuis 1956. Pendant le gouvernement Ennahda,
une indulgence complice a sévi à l'égard de groupes extrémistes qui ont semé la peur autour d'eux. On a vu des violences éclater ici et là contre des femmes qui étaient jugées insuffisamment vêtues ou pas vêtues selon les codes qu'ils voudraient voir respectés par toutes les femmes. Il y a des enseignantes à l'université qui ont subi des agressions verbales parce qu'elles n'étaient pas habillées de cette façon-là. Je connais personnellement une jeune femme qui attendait l'autobus pour retourner de Tunis à la ville où elle habite, plus loin, à la campagne, après le travail, qui a été terrifiée par une agression qui n'était certes pas physique, mais verbale, d'un groupe de salafistes qui sont venus autour d'elle parce qu'elle avait les cheveux sur les épaules. Et elle en a été malade, elle n'a pas pu sortir, elle avait peur de sortir pendant un certain temps. On a vu des violences qui éclataient aussi contre une chaîne de télévision fin 2011 avec la chaîne Nesma quand son directeur a projeté à la télévision le film Persépolis en arabe dialectal. Le film avait été projeté en version française à Tunis, ça n'avait posé aucun problème. Mais quand il a été projeté en arabe dialectal et que ça touchait beaucoup plus de gens, et dans ce contexte où ces groupes pouvaient sévir un peu comme ils le voulaient, eh bien, il y a eu des émeutes qui se sont produites. Je pourrais parler aussi de la jeune Amina, cette jeune femme qui s'est éloignée des faits mêmes, et à mon avis, plus que le fait de s'être photographiée torse nu sur Facebook, plus intéressant que ça, c'est ce qu'elle avait écrit sur son torse. Elle avait écrit la phrase « Mon corps m'appartient, il n'est l'honneur de personne ». Et elle a déchaîné contre elle la violence des extrémistes. Elle a échappé de justesse au lynchage, mais elle a quand même fini en prison. Et quand on a pu la sortir de prison, grâce à des pétitions et des actions de plusieurs avocats, elle a dû connaître l'exil. Donc on est monté crescendo avec l'assassinat de l'homme politique, avocat et militant de la laïcité, Choukri Belaïd, le 6 février 2013. La Tunisie est une nouvelle fois descendue dans la rue par centaines de milliers. Et alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant au moment des funérailles de Choukri Belaïd, c'est que traditionnellement, les femmes ne vont pas assister aux funérailles, elles vont au cimetière, mais pas le jour de l'inhumation. Eh bien, les femmes ont fait fi de la tradition qui les tenait à l'écart du cimetière. Elles ont toutes suivi la femme, la veuve de Choukri Belaïd, et elles sont allées au cimetière pour son enterrement. Deuxième assassinat le 25 juillet 2013, Mohamed Brahmi, un autre homme politique qui avait pris position contre des islamistes et qui tombe à son tour sous leurs balles. C'est aussi à ce moment-là que des soldats de l'armée tunisienne commencent à tomber dans le Jebel Shambi, dans le centre du pays, où il y a des maquis djihadistes qui sévissent depuis cette période, sans que l'armée parvienne à en venir à bout. Alors je pourrais expliquer pourquoi, après ceux que ça intéresse, pourquoi l'armée n'arrive pas à en revenir à bout, mais vous me poserez la question si vous voulez en savoir plus. Donc la société civile tunisienne finit par obtenir la démission du gouvernement El Nahda, qui quitte le pouvoir le 9 janvier 2014. Et la transition démocratique se poursuit avec les élections législatives et présidentielles qui se sont déroulées en octobre, novembre et décembre 2014. Beji Caïd Essebsi, qui est à la tête du parti laïque Nida Tounes, a été élu. Quelques mois après son élection, le 18 mars 2015, a lieu l'attentat du Bardo qui coûtera 24 vies. Le 26 juin 2015 à Sousse, ce sont 39 personnes qui seront fauchées sous les balles d'un tireur qui les a abattues le sourire aux lèvres. Le 13 novembre, alors que 130 personnes perdaient la vie sur des terrasses de cafés et de restaurants et dans la salle du Bataclan à Paris, le même jour, un jeune berger était décapité dans le Jebel Shambi parce qu'il avait refusé de donner ses bêtes aux djihadistes. On a ramené sa tête dans un sac en plastique à sa mère. Le 24 novembre, ce sont 14 personnes, de la garde présidentielle principalement, qui meurent dans un attentat kamikaze en plein cœur de Tunis. La situation économique est catastrophique en Tunisie.
Le coup délibérément porté contre le tourisme, dont dépend une part essentielle de l'économie, a laissé le pays exsangue. De nombreux hôtels ont dû fermer, mettant des centaines de personnes au chômage. La flambée des prix des denrées de première nécessité pèse lourd sur le quotidien des Tunisiens. Le voisinage de la Libye, en plein chaos, est aussi une grave menace sur cette jeune démocratie que haïssent tant les djihadistes parce qu'elle est porteuse de valeurs qu'ils voudraient éradiquer s'ils parvenaient au pouvoir. Alors que je séjournais en Tunisie en juin dernier, une dizaine de jours avant la tragédie de Sousse, les journaux tunisiens relataient des émeutes dans le sud du pays. Et nombre de journalistes écrivaient alors qu'elles avaient été fomentées par des éléments de Daesh venus de Libye. Mais les Tunisiennes et les Tunisiens ne sont pas prêts de céder un seul pouce de leur liberté. Ils savent aussi que le temps de l'histoire n'est pas celui des individus et qu'il leur faudra de longues années pour venir à bout des dangers qui les menacent et résoudre les graves difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés. Je leur dis souvent, et je dis même ici souvent en France, 1789, bon, en 1793, hélas, on a eu la terreur. Pour ce qui est de la religion, 1905, les lois sur la laïcité, elles ne sont pas passées paisiblement non plus. Tout ça, malheureusement, je dis c'est tragique, prend énormément de temps. Il y a des tendances qui s'amorcent au niveau de l'histoire, et moi je les fais remonter déjà au XIXe siècle avec des décisions dont je parlais tout à l'heure, mais combien d'années il faut pour que tout cela s'impose? Un nouveau monde se dessine là-bas à l'horizon. Les contours sont encore remplis d'incertitudes et assombris par cette violence terroriste sanguinaire. Quelle est la place de la littérature dans un tel contexte? Dans une première phase de la Révolution, le passé des romans et des récits semblait passer au second plan, parce que la réalité éclipsait les fictions que les écrivains auraient pu imaginer du temps du dictateur. Fascinés, les écrivains comme les lecteurs se sont d'abord tournés vers le présent, impatients d'y chercher l'avenir. Donc je dirais qu'il y a eu des essais. Au début, les gens étaient friands d'essais, et puis il commence à y avoir quelques romans. Bon, mais je pourrais répondre, parce que je vois que l'heure tourne, excusez-moi, je me laisse emporter par la parole, et s'il y a des personnes qui veulent avoir plus d'informations, ils pourront venir me les poser à ma table, parce que je crois que le conférencier suivant attend de pouvoir parler. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été long. Merci.